prophecy is true. Bois le jus de nectar de cocktail de fruits. Bonjour, bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans Jus de Ciné, l'émission qui parle de cinéma de façon plus ou moins rapide et agréable qui se consomme comme un jus de fruits. 16e numéro déjà de Jus de Ciné, ça passe vite. Nous allons donc aborder la première partie du mois de mars. Alors d'abord avant le sommaire, pardon. Bonsoir Marie. Bonsoir. Tu es avec moi pour ce numéro? Toujours fidèle au poste. Toujours fidèle au poste, merci. Tant qu'on veut de moi, il n'y a pas de problème. Bien sûr, c'est toujours un plaisir de te recevoir. Ça va sinon? Parfait. T'as parlé de cinéma? La journée est finie, donc tout va bien. Le sommaire. Donc, les actus, des films d'avant 2021 avec Battleship et Franz, et bien sûr le vice-versa, tant attendu. On verra ça en fin d'émission, bien sûr. Passons aux actus. Les actus, ça va aller assez vite, j'ai pas trouvé grand-chose. Alors tout d'abord, il y a eu donc les Césars qui se sont déroulés... c'était quand? C'était... je sais même plus, c'était début mars. Hein, 15 jours, non? C'était le 12 mars, voilà, ça. J'avais plus la date. Donc j'avais fait des prédictions. Alors, il y a une vidéo résultat qui est en fait un best-of de mon live Twitch, parce que j'ai regardé... on a regardé la cérémonie ensemble... Sur Twitch, j'avais fait un long stream de 4 heures qui était à la fois cool et très frustrant. Bref, il y a un best-of en gros qui fera office de vidéo résultats qui est en cours de montage. Mais voilà, si on peut parler vite fait, donc il y a eu une grosse surprise que moi j'ai absolument pas pu venir pour Adieu les cons, donc le dernier Dupontel qui est reparti avec 7 Césars, qui a quasiment tout massacré. C'est le grand gagnant de la soirée. On a aussi eu Adolescente qui a fait une belle percée avec 3 récompenses. Et déception pour le François Ozon qui est reparti bredouille. Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait, un seul César alors que c'était le grand favori. Donc il y a eu des surprises, et puis, mais globalement, bon, c'était le palmarès moi, me convient. Je l'ai absolument pas vu venir, mais le palmarès me convient. Petite news, très vite fait, je le dis juste, et après on passe à autre chose. Kaamelott le matin, juillet 2021. News suivante. Alors voilà, juste évidemment, une nouvelle date a été annoncée. Comme toujours, extrêmement impatient de le voir. On espère que ce sera la bonne cette fois-ci. Normalement en juillet ça devrait être bon, on espère, on croise les doigts bien évidemment. Et enfin on termine, cette fois pas avec les Césars mais avec les Oscars qui ont eux à leur tour dévoilé leur nomination. Et c'est plutôt bonne pioche pour Netflix qui part largement favori puisque Manque, le dernier Fincher dont on a parlé dans cette émission, repart avec 10 nominations. On a aussi Les 7 de Chicago, le film d'Aaron Sorkin qui part avec 6 nominations, pareil c'est Netflix aussi. Dont on a parlé aussi. Le dernier Paul Greengrass, La Mission qui repart avec 4 nominations, ça par contre on en parlera, enfin j'en parlerai. Que l'on a vu aussi. Non, oui qu'on l'a vu mais on n'a pas encore parlé. Et j'en parlerai dans le numéro suivant. Enfin, sauf si t'es là aussi. Mais non, on verra. Et puis on a plein de films qui ont l'air super cool et qu'on n'aura malheureusement pas le temps de voir en salle avant la cérémonie, comme The Favor ou Nomadland, le film de Chloé Zhao, qui est archi favori pour l'Oscar du meilleur film. Enfin bref, bon, ça va être compliqué de tout rattraper. J'essaierai quand même de faire des prédictions, évidemment. Mais il y aura une vidéo résultat qui suivra aussi, bien sûr, évidemment. Plus particulièrement, quelques petites surprises. Peut-être si la surprise de Thomas Vinterberg, qui est nommé pour la meilleure réalisation, pour Drunk. Donc, film danois, je rappelle, à la base. Et puis, dans les surprises, qu'est-ce qu'on a eu aussi? Tenet, qui repart uniquement avec que 2 nominations, à savoir meilleur décor et direction artistique et meilleurs effets visuels. Dans les deux cas, c'est mérité, mais je pense que le film méritait plus de nominations techniques, mais bon, ça, après, c'est mon point de vue. Après, voilà, je pense qu'il y aura des évidences absolues, genre Saul, qui risque de repartir avec meilleur film d'animation et meilleure musique, sans gros suspense. Enfin, voilà, je pense faire un meilleur score pour les Oscars que pour les Césars. Après, à voir, hein. Les Oscars peuvent nous surprendre, mais j'y crois quand même moyen. En tout cas, la cérémonie aura lieu le 25 avril 2021. Et donc la vidéo prédiction devra arriver mi-avril. Voilà pour les actus, on passe tout de suite au film d'avant 2021, et on commence avec Battleship. Je vais le rappeler encore une fois, mais bon, en ce moment, j'ai un défi, je me suis lancé tout seul. Un badge Sens Critique. Pour l'avoir, il faut que j'aie vu les 55 films qui ont dépassé le million d'entrées au box-office français de 2012. Et donc le 50e du classement, c'était Battleship de Peter Berg, qui est un blockbuster américain avec notamment... c'est pas le personnage principal, mais il y a Rihanna dans le film. Alors... Oh mon dieu, c'était pas bien du tout. Pourtant, tu vois, les blockbusters américains, certes, je m'en lasse de plus en plus, mais tu vois, je peux toujours quand même éprouver un certain plaisir à la regarder. Au moins, je dis que ça se regarde bien, que c'est pas désagréable non plus. Là, disons que, en fait, déjà la première demi-heure, on s'ennuie au possible parce que le film essaie de te faire un peu une exposition de personnages, sauf que les personnages sont inintéressants au possible et c'est déjà, au bout de 5 minutes, c'est déjà rempli de clichés absolus. Donc t'as qu'une envie, c'est que ça pète de partout. Le problème, c'est qu'une fois que ça pète, c'est chiant aussi parce que personnellement, j'ai trouvé ça extrêmement moche. Les effets spéciaux sont médiocres.
et surtout le scénario est en roue libre totale. Alors je sais bien que c'est pas le plus important dans un film de blockbuster, mais là vraiment l'histoire n'a aucun sens, on n'explique rien. Donc le personnage sont intéressant, le happy end est un calvaire en plus d'être absolument incohérent parce que c'est même pas dit à la fin du film que tout est terminé, mais enfin bon bref. En plus c'est évidemment les Américains, c'est les plus forts, il y a aucune nuance là-dessus, donc ça bien sûr c'est classique. Les seuls trucs que je retiens quand même, c'est une musique originale qui est sympa. Par contre il y a plein de morceaux de rock qui sont inclus dans le film. Alors c'est cool les morceaux de rock, mais je trouve que ça va pas du tout avec l'ambiance du film et que ça rend le truc cool mais que ça marche pas. Puis c'est pas si mal réalisé. Honnêtement j'ai vu pire. Au moins c'est pas charcuté dans tous les sens, l'action est à peu près lisible, dommage qu'elle soit moche, mais c'est à peu près lisible. Mais voilà, c'est clairement, je pense, un des pires blockbusters que j'ai vu de ma vie, ce qui est quand même pas peu dire. Mais enfin voilà, en tout cas, décidément, l'obsession de ce badge me fait découvrir plein de chefs-d'œuvre et c'est un bonheur. Est-ce que t'as un commentaire à faire sur le film, parce que tu l'as vu aussi? Ouais, ça moi le seul truc que je t'ai dit c'est... Franchement, Rihanna s'en sortait pas. Oh oui, non, je suis d'accord. Franchement, j'ai vu pire aussi. Je sais pas si c'est son premier film, mais en tout cas, je crois. Elle est assez cohérente dans le personnage qu'elle joue. Donc, oui, pourquoi pas. Elle sauve un peu les meubles. On peut dire ça. Prochain film, ça va être à toi, Marie, parce que moi je n'ai absolument pas vu le film dont tu vas nous parler maintenant. C'est Franz de François Ozon. Tiens, encore lui. Alors c'est pas Franz, c'est Franz. Franz, pardon, je avec un TZ. Oui, non, mais je sais, hein, mais pardon, je l'ai mal prononcé. Oui, non, mais c'est pas Bref, donc réalisé par François Ozon, encore lui, sorti en 2016. Je te laisse la parole. Qu'as-tu pensé de Franz? J'ai mal dit. Franz. Et pour le coup. Moi, je vais être plutôt très positive. Positif, c'est bien aussi. Voilà. En fait, ce qui est... Pour l'anecdote, pardon, c'est que c'est un film avec Pierre Linné. Et il n'y a pas si longtemps, j'étais une... Comment dire? Bon, tu le détestais, hein? Oui, clairement, oui. Disons les choses clairement. Oui, disons les choses clairement et simplement. Donc c'est vrai. C'est vrai que j'avais vu 1 ou 2 films et puis bon franchement il m'avait pas du tout et depuis que je l'ai vu dans Sauver et Périr. Sauver ou Périr, ouais. Ou Périr peut-être, oui. Donc voilà, je me suis prise d'un certain attachement pour Pierre Niney et du coup tout arrive. Voilà et du coup comme il était proposé donc par Canal, je me suis laissée emporter donc par le film. Canal Lirement évidemment bien sûr. Oui. C'est pas sponsorisé. Hein. Voilà. Tout à fait. C'est un film que, voilà, personnellement, j'ai beaucoup aimé, même si parfois c'est un peu perturbant, mais encore là, c'est pas trop. Mais comme tu sais, comme je déteste tous ces films qui sont avec des... comment on appelle ça? Plusieurs temporalités. C'est ça, voilà, je suis pas très fan. Plusieurs époques. J'ai toujours tendance un petit peu à me paumer dans les trucs et c'est fou parce que finalement je m'aperçois que j'en vois beaucoup quand même. Pour le côté un peu technique, explicatif de Franz, donc c'est un film germano-français. Donc réalisé par Ozon en 2016 et il est librement donc inspiré d'une pièce de Maurice Rostand qui s'appelle L'homme que j'ai tué et ce même livre donc a été repris avec un film américain qui s'appelle L'homme que j'ai tué de Ernest Lubitsch. Pareil, je vais pas raconter l'histoire parce que c'est pas non plus le propos. C'est un film qui parle, en fait, c'est au lendemain de la guerre 14-18. C'est dans une petite ville allemande, donc on voit une jeune femme, Anna, qui se rend tous les jours donc sur la tombe de son fiancé, Franz, qui est mort sur le front, en France. Un jour, quand donc elle se rend sur la tombe de Franz, elle fait la connaissance de Adrien, qui dans un premier temps se prétend être un ami de Franz qui l'aurait connu donc en France. C'est vrai que du coup, sa présence dans une petite ville allemande, juste à la fin de la guerre, va provoquer bien quelques réactions passionnelles en fait, parce que c'est encore tout frais, en plus les Allemands ont perdu la guerre, donc c'est vrai que c'était un peu compliqué pour lui de débarquer. Il fait la connaissance de la famille de Franz, du père et de la mère, donc il prétendra être son ami et être venu se recueillir sur sa tombe. C'est pas vrai, ça on l'apprend donc assez rapidement dans le film parce qu'il finit par le dire donc à sa fiancée, qu'en fait c'est lui qui a tué Franz. Mais tout le film en fait va être basé sur ce mensonge qui, en dehors de Anna, ne sera révélé à personne parce que je pense que Ozon a décidé à privilégier en fait le côté on va mentir plutôt que
te donner quelque chose qui va les faire encore plus souffrir, alors qu'en fait, bon, en ne disant rien, et ils continuent un petit peu de perpétrer la mémoire de leur fils. Et donc, voilà. Alors moi, ce que j'ai aimé dans ce film, c'est que c'est le côté esthétique. C'est un film magnifique qui passe du noir au blanc. Et en fait, après, tu finis par comprendre que toute la partie noir et blanc, c'est... Enfin, noir et blanc et couleur, pardon. Et toute la partie noir et blanc, c'est en fait quand il est en Allemagne, qu'il est dans la période de deuil. Et dès que ça passe à la couleur, c'est que tu assistes un petit peu au réveil des personnages. Comme si le cœur, donc en passant du noir-blanc à la couleur, se remettait à battre, et si finalement ils avaient une histoire quand même. C'est doux, c'est léger, et puis les dialogues sont vraiment magnifiques. Voilà, donc la communication n'est jamais rompue, même si elle est factice, puisque donc... voilà, on comprend très vite qu'en fait, il y a quand même ça part sur un mensonge. Ce qu'il faut savoir, c'est que oui, j'allais dire que le film, donc en 2017, puisqu'il est sorti en 2016, il avait été nommé sur 11 fois au César, avec le meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur acteur, et il a eu quand même. un César, pardon, qui est celui de la meilleure photographie. Donc c'est pour dire, en fait, logique. En fait, le film, c'est un peu... Tu assistes, tu as des scènes parfois où tu as un petit peu l'impression de voir un tableau des peintres flamands. Esthétiquement, il est magnifique. L'histoire, elle est belle aussi. J'ai trouvé ça très bien. Et puis Niné, franchement, est très bien. Ouais. Très bien, oui. Non, mais parce qu'il est à la fois... comment dire ? J'arrive pas à trouver mes mots. C'est-à-dire qu'il est fragile. Parce que au début, quand tu sais pas encore, et tu te dis ouais, quand même, c'est super que dans ce contexte, juste après la guerre, un Français qui vient se recueillir sur une tombe allemande, donc tu as ce côté comme ça où on va dépasser les clivages, la guerre est finie, passons à autre chose et tout ça. Puis bon, en fait, après, quand tu sais vraiment le fond de l'histoire, bon, pour le coup, il devient... pas antipathique, parce que de toute façon c'était la guerre, et puis que ils se sont trouvés face à face, et que c'était ou lui qui mourait ou l'autre, donc de toute manière il n'y avait pas beaucoup le choix. Mais ce que j'ai apprécié aussi dans le film, c'est que c'est aussi un film qui est sensible, dans le sens où le français qui est parlé est un français doux, les dialogues ne sont jamais agressifs. L'allemand c'est pareil, l'allemand qui est une langue qui est tellement belle quand on lit de la poésie allemande, avec Rilke, entre autres, enfin bon... Voilà. Et donc, du coup, c'est ce côté-là que François Ozon a bien réussi, c'est justement à faire que ce soit un film avec un contexte très dur, très fort, à faire quand même un film très doux, très léger. À voir pour Pierre Ninet. Et puis c'est François Ozon quand même. Donc. Bah c'est ça, ouais, ce que j'allais dire, moi j'aime bien le cinéma de François Ozon, ouais. Et je pense que je le regarderai, bien sûr, parce que tout ce que j'ai vu de lui pour l'instant me plaît bien, donc je pense que je le regarderai. François Ozon et je pense un de nos meilleurs cinéastes en ce moment, donc il ne faut pas le négliger. Très bien, mais merci Marie, c'était très intéressant. On passe donc au vice versa, enfin. Mais d'abord le sujet, qui était finalement assez général. Il suffisait de trouver, d'imposer un film à l'autre, pardon. Parce que vice versa, on impose un film à l'autre, selon un thème. Et donc le thème de cette fois-ci, c'était un film qui adapte un livre. Tout à fait. Donc c'était finalement assez large. Malgré tout, j'ai quand même galéré moi à trouver un film pour Marie, parce que bon, elle a vu beaucoup de choses, bien plus que moi, surtout dans les grands classiques. Donc moi, j'ai pas trop le choix que de mettre que des films un peu récents. Toi par contre, t'as pu me mettre un grand classique, et oui. J'y viens parce que c'est mon tour. Quel classique! Quel classique, on va en parler. Ce film, c'est Autant en emporte le vent, réalisé par Victor Fleming, sorti en 1939. Oui, c'est ça, exactement. Donc, adaptation du roman de Margaret Mitchell, qui porte le même nom, si je dis pas de bêtises. Autant emporte le vent aussi. Ça peut faire un Gone with the Wind, mais. Oui, Gone with the Wind. Oui, tout à fait, tout à fait. Voilà, et donc... elle l'a écrit en 1936. Ok, voilà, merci. Donc avec Vivien Leigh et Clark Gable, qui était un peu un couple star à l'époque. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé du film? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le film fait quasiment 4 heures. Alors, j'adore le cinéma, j'adore voir des films, mais je reconnais que parfois les longs films, ça me fait un peu peur.
Je suis jamais très à l'aise avec ça parce que déjà, il faut trouver le temps de les voir déjà parce que moi, je déteste voir des films en plusieurs fois. Voilà, pour le coup, il y a un entracte au milieu plus ou moins imposé, donc j'ai pu le faire en 2 fois. Quand je dis en 2 fois, c'est vraiment un quart d'heure de pause et j'ai repris direct. Quoi. Dans la même journée, dans la foulée. J'ai vraiment fait une petite pause. J'ai fait 2 heures, une petite pause et 2 heures. Donc voilà, là ça va, ça m'a pas trop perturbé. Et malgré la grande durée du film, c'est déjà, je peux quand même aller sur du positif. J'ai trouvé ça assez passionnant. Enfin, je me suis pas ennuyé. J'ai pas adoré le film, mais au moins je me suis pas ennuyé. J'ai digéré les 4 heures plutôt bien. Ce que j'ai quand même beaucoup apprécié dans le film, c'est sa technique donc le film c'est 1939, je rappelle. Oui, c'est très impressionnant, les mouvements de caméra, la photographie, il y a beaucoup de très très beaux plans. Les effets visuels entre grosses guillemets aussi sont très convaincants. Je crois que c'est un film qui utilisait beaucoup ce qu'on appelle du map painting, où en gros on filmait une peinture et on essayait de l'animer au maximum pour que ça fasse un peu un décor de cinéma crédible. Et c'est presque de la poudre aux yeux, on n'y voit quasiment rien malgré les années. C'est d'autant plus impressionnant que c'est un film qui est sorti 2 ans avant Citizen Kane de Orson Welles, qui est souvent considéré comme la référence du film qui a un peu tout révolutionné dans le cinéma en termes de technique, les mouvements de caméra et tout ça. Et pourtant, Tom Portman, 2 ans avant, avait quand même déjà fait quelques trucs là-dessus. Donc c'est très impressionnant. Donc vraiment techniquement, j'ai trouvé le film ébouriffant parce que voilà, il est assez vieux, 1939. Je dis pas qu'on est sur le début du cinéma, mais quand même. 1939, il n'y avait pas encore beaucoup de films et surtout c'était très loin du cinéma d'aujourd'hui. Oui, puis à cette époque-là, il fallait quand même dire que franchement, à cette époque-là, se lancer sur un film de 4 heures. Voilà, c'est ça. Mais malgré tout, ça a été un énorme succès et puis ça a été. C'est encore un film cité par beaucoup de cinéphiles et de cinéastes. C'est un film important. Voilà, donc sur la forme, j'ai été conquis. Sur le fond, un peu moins. On va pas tant parler, peut-être que toi t'en parleras, mais on va pas tant parler du contexte sudiste. Mais qui est quand même important. Voilà, c'est un peu avant la guerre de sécession. Voilà. Moi, je voudrais plus aborder les personnages que j'ai trouvés, on va dire, inégaux. C'est-à-dire qu'il y a certains personnages que j'ai beaucoup aimés, d'autres que j'ai moins aimés. Après, le film veut un peu ça. Ce qui est quand même appréciable, c'est que c'est un film qui est pas du tout manichéen. Parce que justement, le personnage principal, notamment de Scarlett O'Hara, est très. Elle est pas noire, elle est pas blanche non plus. Il y a un peu entre les deux, elle est très nuancée. On peut la voir comme une peste gâtée, mais d'un autre côté, on peut la voir comme une femme forte et très. Opportuniste. Ouais, voilà, c'est effectivement un mot intéressant. Et du coup, personnellement, je reconnais que j'ai pas forcément adhéré à tout. Je n'ai pas été ému par le film, par exemple, alors que le film essaye vraiment de le faire, parce que je trouve qu'avec la musique qui est un peu parfois sanguinolente, il se passe des trucs assez tragiques, notamment sur la fin du film. Je trouve que là, par contre, on sent un peu le poids des années, je trouve que c'est mal rythmé de ce côté-là. Je trouve que parfois on passe trop vite sur des trucs importants, et parfois on traîne un peu sur des trucs moins importants. Et je trouve que du coup, moi, j'ai pas été emporté par tout ça. J'ai pas cru en fait à l'histoire d'amour, notamment entre les deux personnages, qui pourtant c'est un film qui est vendu comme une des plus belles histoires d'amour du monde. La plus belle. La plus belle, moi non, je suis désolé. Je suis désolé, non. Autant quand tu parles de Casablanca, je dis ok, mais là, j'avoue que non. Ça reste un classique, ça reste un film que je pense qu'il faut voir, notamment pour sa technique. Encore une fois, c'est un film très impressionnant pour l'époque. Et malgré tout, il y a quand même de très belles scènes, et puis la musique est très belle, et puis voilà, c'est un gros morceau de cinéma. Les 4 heures sont justifiées parce que ça raconte beaucoup de choses, et il y a quand même des scènes très fortes et qui fonctionnent très bien. Donc voilà, j'ai pas adoré, mais c'est un film que j'ai bien aimé, surtout pour sa technique et aussi pour beaucoup de bonnes choses. Et de toute façon, le plus important, c'est que je trouve au moins que son statut de classique est amplement mérité. Voilà. Donc après, toi, tu voulais apporter un peu de contexte, Marie Oui. Parce que toi, tu es fan du film, on peut le dire. Ah oui, totalement. Ça fait 15 fois, mais c'est... Donc je pense qu'on peut dire ça. C'est beaucoup. Alors, est-ce que c'est parce que je suis une femme et forcément sensible au charme de Red Butler, donc ça peut Clark jouer. Gable. Ça peut jouer. Forcément, après je trouve que Vivian Leigh est superbe, enfin elle est magnifique. C'est très belle femme. Elle est d'une beauté. C'est pas le problème. Mais... C'est franchement, on comprend pourquoi tous les hommes se damnent pour elle, quoi. C'est bon, voilà. Mais moi, c'est plus l'aspect un peu hors contexte et puis technique. Donc c'est quand même pour dire que ce film a reçu 8 Oscars. Donc le meilleur film, le meilleur réalisateur, entre autres, bien sûr. Donc en 98, le film a été considéré par l'American Film Institute comme le 4e film américain de l'histoire du cinéma, dans la catégorie donc film épique. Il est considéré comme l'un des meilleurs films de tous les temps.
Il est élu film préféré des Américains donc en 2008 et à nouveau avec un nouveau sondage donc en 2014. Et en France, il figure en 6e position au palmarès des films les plus vus. Ce qui est quand même pas rien non plus. Quand tu dis ça, c'est les films qui ont fait le plus d'entrées, c'est ça en salle. Non, c'est pas ça que tu dis. Non, c'est les films qui ont été les plus vus. Mais que ce soit en salle, à la télé, enfin partout, parce qu'ils comptabilisent tout. Oui, en même temps, c'est un film qui a beaucoup d'années, donc ça semble logique. Oui, mais il n'y a pas que ça qui rentre en ligne de compte, parce qu'ils font assez... Enfin, parce qu'il y a quand même eu des sondages qui ont été faits quand même sur différentes époques. Donc, et ça reste toujours donc, dans les classements. C'est quand même un film donc, qui a été, dont les recettes sont estimées à plus de 3,44 milliards de dollars. Sachant qu'à l'époque, il n'a pas dû coûter... Enfin, forcément moins parce que... Mais il me semble que sans compte... je sais plus cette histoire, mais il me semble que si on prend en compte l'inflation, c'est le plus grand succès au monde. C'est ça. C'est-à-dire que là aujourd'hui on dirait que c'est... alors c'était Endgame, mais je crois qu'Avatar a repris le dessus il y a pas longtemps. Après c'est parce que c'est calculé en fonction du nombre des recettes mondiales. Le problème c'est que entre temps le prix du ticket a augmenté. Bien sûr, en tenant compte de l'inflation, oui, mais tout à fait, ça c'est... Donc si on prend en compte l'inflation, Antoine Porte le vent est effectivement, je crois encore à l'heure actuelle, le plus grand succès au monde. Tout à fait, tout à fait. Donc, comment ne pas parler de la polémique, entre guillemets, qui n'a pas touché que lui, mais qui touche pas mal le monde de la culture, que ce soit d'un point de vue cinématographique ou littéraire, ou même musique. Parce qu'en juin 2020, en réaction à la mort de George Floyd, il y a eu toute cette campagne, donc Black Lives Matter, et qui fait que du coup, le film a été temporairement retiré du catalogue des HBO Max, puisque c'est eux qui possèdent les droits. Donc le temps d'y ajouter une contextualisation pour restituer l'œuvre dans son époque. Tout ça parce que, donc effectivement, c'est un film donc, où il y a la guerre de sécession, donc forcément l'esclavage, donc c'est vrai que... à notre époque, comment dire, je ne veux pas être non plus faire réac, mais c'est de bon ton d'essayer d'expliquer, de contextualiser, surtout quelque part venant des Américains. Bon, je vais faire un peu de l'anti-américanisme primaire, mais c'est un petit peu dire, en fait, non, ça n'a pas existé. Ouais, c'est ça. Non, le racisme n'existe pas aux États-Unis. Ça c'est typiquement américain de vouloir enlever tout le côté sombre de leur passé, de leur histoire, que ce soit avec les Indiens, que ce soit avec les blacks, enfin bon, bref. Mais bon, donc après, de toute façon, une fois qu'ils ont mis effectivement, ça se situe pendant la guerre de sécession, et puis le racisme n'existe plus aux États-Unis, bien sûr. Ça, après, au pays des bisounours, c'est vrai, mais sinon... Après, plus que le contexte, c'est aussi le point de vue, je pense, qui est important, parce qu'on est du point de vue sudiste. Oui. Et non pas... Et voilà. Et absolument. Donc, voilà, alors, tout à fait. Absolument, c'est tout à fait ça. On est tout à fait d'accord. Mais... ce qui est quand même notable, c'est là où je voulais en revenir, c'est que parmi les Oscars, il y a l'Oscar donc de la meilleure actrice dans un second rôle qui a été attribué donc à Hattie McDaniel, qui est donc la servante noire. Oui, de Scarlett. Et c'était la première fois. La première fois qu'une femme noire, oui, bien sûr. Alors, non seulement une femme noire, mais c'était la première fois en fait qu'il y avait un actrice afro-américain qui était primé aux Oscars. Après, on en avait parlé, mais bon, est-ce que ça serait pas un truc de... non, parce qu'un peu de se dédouaner du truc. Non, parce qu'à l'époque où ça a été attribué, il n'y avait pas tout cette... Peut-être. Il n'y avait pas. On l'aurait donné à titre, j'allais dire, posthume, entre guillemets. Bon, effectivement, ça aurait pu faire une sorte de dédouanement, mais là pour le coup, non... vu que c'est X années après, donc il n'y a pas de... Admettons. Ça reste The Film, j'ai lu le livre, je l'ai lu, relu. Puis surtout quand en plus j'ai découvert Autant m'emporte le vent dans ma post-adolescence. donc tous les facteurs étaient réunis pour que... Voilà, Red Butler, ça reste la référence, quoi. C'est Clark Gable avec sa moustache, c'est juste... La moustache de Magnum, bien sûr. Non, mais... Ah non, mais je déconne. Mais... Alors c'est vrai que, tu vois, au fil des années, comment dirais-je,
les standards, les canons Oui, on changeait un peu. du lover ont complètement changé. Mais Séducteur, oui, un peu. voilà, mais franchement, mais Clark Gable, ça reste quand même pour encore des générations et des générations, c'était le canon de beauté, donc parce qu'il a à la fois ce côté sauvage, tendre, et puis en fait on rêvait toutes d'être à la place de Scarlett O'Hara, quoi. Eh ben, bien sûr, ça, après, ça joue forcément, bien sûr. Pour ceux que ça intéresse et qui veulent aller un peu au-delà de tout ça, donc il y a eu une suite qui a été faite, alors je parle pas cinématographiquement, Oui, non, littéraire, oui. mais littéraire, donc il y a eu une suite donc, au livre de Margaret Mitchell par Alexandra Ripley et qui s'appelle tout simplement Scarlett. Si vous voulez savoir ce que deviennent Scarlett et Rhett, voilà, à lire. Ouais, mais ça fait 1000 pages. Hein, donc... Oui. Moi, c'est non, mais s'il y en a qui veulent, allez-y. Hein. Et moi, c'est non. Hein. Voilà. Mais il faut savoir que ça existe. Ça existe, ah, mais oui, faut Après, le dire. Après, oui, c'est pas le même écrivain, mais bon. Mais c'est une suite. Mais c'est une suite, voilà. Très bien. Voilà, donc j'en ai terminé, autant n'importe quoi. Voilà, mais bon, quand même, si on peut résumer, voyez-le quand même. Oui. Voilà, il est temps de terminer avec toi. Encore. Bah oui, du coup, tu vas encore parler avec le film que je t'ai imposé, donc toujours dans ce thème du film qui adapte un livre. Oui. Et ce film, c'était J'ai perdu mon corps, réalisé par Jérémy Clapin, sorti en 2019. C'est ça. Et je te laisse nous dire ce que tu en as pensé. Donc pour respecter le pari, il fallait que ce soit donc issu d'un livre. Bon, j'ai pas lu le livre par contre. Ça, c'était pas obligé d'avoir lu le livre. Non, je pense pas. Voilà. Je pense pas. Ça fait complication. Donc était une adaptation effectivement du roman Happy End, H-A-N-D. Oui, la main. Pas End, E-N-D. Oui. Donc de Guillaume Laurent. Donc Guillaume Laurent est un scénariste et romancier français. Il est surtout connu pour ses collaborations donc, avec Jean-Pierre Jeunet, puisqu'il a notamment participé au film Le fabuleux destin d'Amélie Poulain et Un long dimanche de fiançailles. Donc c'est un film d'animation qui a été présenté en première mondiale au Festival de Cannes en 2019. Où il y a remporté donc le Grand Prix de la Semaine de la Critique. Et donc il a eu d'autres nominations et d'autres récompenses, entre autres avec le Cristal du long métrage au Festival du film d'animation d'Annecy. Et même en 2020, il a été nommé pour l'Oscar du meilleur film d'animation. Ah oui? Aux Oscars. Ah, c'est aux Oscars? Tout à fait. Oui, bon, il a pas gagné, mais oui. Parce qu'il y avait Disney, hein, faut pas déconner, mais oui, c'est vrai. Tout à fait. Enfin, c'est pour dire quand même que le cinéma d'animation français se porte bien. Bien sûr. Donc c'est quand même super important. C'était Toy Story 4 qui a gagné pour le... Oui. Logique. Oui, vraiment. On partait de loin. Oui. Vite fait l'histoire, mais très vite fait, sans rien dévoiler. Donc ça se passe à Paris et c'est un jeune homme, donc il s'appelle Naoufel, et il tombe amoureux d'une jeune fille qui s'appelle Gabrielle. Et sur l'image d'après, ou quelques images après, on arrive sur une main coupée qui s'échappe dans la bouffe. Cette main, bien sûr, bien décidée à retrouver son corps. Et donc, absolument. Tout le déroulement du film, ça va être, est-ce que la main va retrouver son corps ou pas? J'avoue que j'ai été, comment dire? Décontenancé. Oui. Déjà parce que le film... Encore une fois, j'ai encore eu droit à ça. Il y a encore une histoire de temps, avant, pendant, après. Enfin, c'est là aussi, il y a beaucoup de temporalité, ouais. Beaucoup de flashbacks. C'est vrai qu'on s'interroge, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça, ce truc, là, une main, là, un peu plus, ça ressemble un peu à une araignée, là, qui se balade. Et on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, pour le coup, ceux qui connaissent, enfin, on sait ce que devient la main de la famille Adams. Mais bon, mais c'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions parce qu'on se dit mais c'est quoi cette main? Parce que vu qu'on reprend, on est en arrière, qu'on voit le héros, l'héroïne, enfin on les voit, apparemment ils n'ont pas de problème de handicap, donc on comprend pas très bien. Et puis après, donc sur d'autres moments, ça revient dans le temps présent et donc où on voit effectivement le héros. Qui pour le coup n'a plus qu'une main, donc on comprend que c'est la sienne. Et tout le cheminement, ça va être en fait de savoir quelle est la circonstance qui a fait que il s'est retrouvé sans une main et pourquoi la main cherche à le rattraper. Donc c'est vrai que c'est un peu... Je parle de la forme, hein. Je parle pas du fond, je parle de la forme.
Non, pas de la forme, du fond, je veux dire, pardon. C'est perturbant, parce que tu te perds assez vite dans l'histoire. Parce que bon, certes, après, tu comprends, et puis tu sais bien, et tu sais qu'il va y avoir, dans le déroulé de l'histoire, un moment où tu vas comprendre comment il a fait pour perdre sa main, ou comment la main a fait pour perdre son corps, parce qu'en fait, comment on se place du côté de la main, plutôt, la plupart du temps. Donc voilà, donc ça, c'est un peu perturbant. Je veux rien spoiler du tout, mais j'ai rien compris à la fin. Je suis désolée, je l'ai revu 2 fois. Le dernier quart d'heure, j'ai pas compris. Mais bon, je m'attendais pas à cette fin un peu... On sait pas pourquoi, on comprend pas trop. Par contre, sur la forme, c'est un film d'animation qui est magnifique. Il y a ce mélange là aussi, décidément, moi je suis très abonnée, un mélange entre la noir et blanc, la couleur, et puis dès le départ d'avoir pris justement le parti de la main, fait que tu abordes en fait les choses de façon tout à fait différente. C'est-à-dire que tu te mets au niveau de la main et tu trembles pour une main. Parce que par exemple, tu as des séquences là quand il arrive dans une rame de métro, où puis il y a les rats qui essayent de l'attaquer. Enfin, tu deviens la main en fait. T'as peur pour elle, t'as peur qu'elle se fasse manger par les rats. Donc c'est vrai que je crois que c'est la première fois en fait que tu te mets dans la peau d'une main, quoi. Donc c'est un sentiment un petit peu particulier. Mais sinon, à côté de ça, c'est superbement filmé. Voilà, c'est magnifique. La musique, elle est splendide. Voilà, c'est un pur moment de cinéma. C'est une révélation inattendue et qui vaut vraiment, vraiment le coup d'être découverte. Et c'est vrai que le cinéma, le cinéma français d'animation est toujours aussi talentueux. Et lorsque l'esthétique tutoie à ce point la perfection et que l'écriture est aussi limpide que profonde, alors il ne reste qu'à se laisser porter par les élans poétiques de ce film qui a déjà tout d'un grand. Ah non, mais c'est sûr, voilà, quand... C'est le genre de film qu'il faut conseiller aux gens qui pensent qu'on ne fait que des comédies racistes et des drames chiants. Voilà. Donc, non, il y a des films comme ça aussi qui existent et qui sont merveilleux. Moi, c'est un film que j'aime beaucoup. Mais c'est vrai qu'il faut pas... caché quand même que... Ah, c'est un ovni, mais c'est un film particulier, mais justement, voilà. Mais justement, c'est aussi pour ça qu'il faut défendre des petits films comme ça, pour voir autre chose, pour voir des trucs qui te bousculent, qui t'interrogent, tout ça, c'est génial. Et voilà, c'est effectivement pas un film qui est lissé, mais c'est juste formidable. Mais je trouve que les personnages sont... Puis alors, franchement, les dessins, enfin... Ah oui, non, mais c'est magnifique, c'est magnifique. C'est trop beau, quoi. Et puis merci d'avoir parlé de la musique, effectivement, que je trouve magnifique. Vraiment, la musique m'avait... Bon, à part, il y a 2 ou 3 petits trucs de rap, je trouve pas forcément utile, mais je me rappelle, je crois que c'était une des rares fois où, quand je suis sorti de la salle, j'ai directement cherché la musique sur Spotify en rentrant. Parce que je voulais l'écouter directement après, parce que vraiment je l'avais trouvé sublime. Et en plus, d'ailleurs, elle a gagné un César, la musique du film. Oui, tout à fait. Amplement mérité pour Dan Levy. C'est ça, il a eu le meilleur long métrage d'animation. Et la meilleure musique, Et la meilleure musique originale. Amplement mérité pour les 2 cas. Ouais, voilà, il était dans mon top 10 2019, et puis c'est un film que j'aime beaucoup, et souvent je le cite sur les personnes qui pensent que le cinéma français c'est de la merde et qu'on fait tout le temps la même chose. Non. Mais cela dit, c'est première fois, c'est pas la première fois que je vois un film d'animation. Mais en tout cas, un film d'animation français, oui. Pourtant, il y en a pas mal qui sortent, je crois qu'il y en a au moins 2 ou 3 par an qui sortent. Je serais pas allée de moi-même vers ça. C'est un peu le but aussi de cette émission. Mais voilà. D'où l'intérêt, effectivement, de faire découvrir des trucs nouveaux. Et là, je reconnais que jusqu'à présent, tous les films que tu m'as donnés... pareil aussi, je vais pas me plaindre, au contraire. Alors moi je suis restée plus dans les grands classiques quand même. Toi tu m'as fait découvrir des choses, parce qu'entre J'ai perdu mon corps... Oui, Donnie Darko et tout ça. En même temps j'ai pas trop le choix, parce que toi les grands classiques tu les as déjà vus. The Guilty... Oui, voilà. En même temps j'ai pas trop le choix, parce que l'idée c'est que tu découvres le film. Le problème c'est que toi t'as déjà vu quasiment tous les grands classiques. En tout cas les plus connus, et moi les classiques inconnus, je les ai pas encore vus. Donc je peux conseiller que des films récents, pas très... qui n'ont pas fait beaucoup de bruit et... que finalement on se complète. C'est ça. Moi je fais dans le vieux, tu fais dans le jeune. Je trouve ça super. Je trouve ça merveilleux. Voilà, toi tu me prouves que le cinéma c'était mieux avant, et moi je te prouve que le cinéma d'aujourd'hui n'est pas que mauvais. Non, c'est pas que c'était mieux avant. Non, c'est différent, je crois. Puis de toute façon, non, mais c'est différent. Il n'y a pas le monde d'avant, le monde d'après. Il n'y a pas c'était mieux avant. Parce qu'il y avait des trucs qui n'étaient pas bien non plus.
Bah, Mais disons que les grands succès d'hier étaient quand même plus qualitatifs que les grands succès d'aujourd'hui, je pense. Ça, c'est indéniable, par contre, je pense. Enfin, c'est vraiment les films qui marchent, je parle. Le problème, c'est que maintenant, la qualité, aujourd'hui, je trouve que elle marche de moins en moins. Ce qui est dommage, mais... Ce qui est vrai aussi... Bon, il y a toujours des contre-exemples, hein, bien sûr. Mais... C'est qu'au niveau, donc, le cinéma, ils avaient peut-être, je sais pas, peut-être plus de choix au niveau des scénarios, choses comme ça. Peut-être que le cinéma d'aujourd'hui... il est plus lissé. Celui qui veut... c'est-à-dire qu'il y a le film qui veut coller à l'époque. Les gens, ils vont pas au cinéma pour voir des films... je sais pas, c'est pas... Et puis après, il y a effectivement tout ce côté politiquement correct, lycée, ce qu'on doit dire, pas dire, ce qu'on doit faire, pas faire. Il y a peut-être plus de restrictions, voire de contraintes de nos jours, qu'il n'y a pu en avoir à une certaine période. Dans les grosses productions, en tout cas, oui. Je pense que oui. Voilà. Ça, c'est indéniable. Mais oui, de toute façon, maintenant, il faut que ce soit... En tout cas, les grosses productions, il faut qu'elles soient politiquement correctes. Il faut qu'il y ait de l'inclusion partout et bon, d'un côté c'est une bonne chose. Après, il faut le faire avec subtilité et je trouve que ça en manque beaucoup souvent dans les grosses productions. Voilà, alors qu'avant on se posait peut-être moins de questions, mais si on allait vraiment chercher au fond des... Parce que je sais pas, pour en revenir par exemple à Autant on emporte le vent, oui ça se passait pendant la guerre de sécession, bon on le sait, mais à côté de ça, je trouve pas que les personnages soient plus maltraités, je parle des personnages blacks, soient plus maltraités dans Autant on emporte le vent qu'ils ont pu l'être dans d'autres films. Ça a des esclaves, mais... alors, oui, mais... on voit rien de violent. Mais malgré tout, il y a quand même cet esprit d'échelle, de supériorité. Oui, mais tu le replaces dans le contexte actuel. Oui, encore une fois, il y a un contexte. Et tu le fais avec un smicard. Oui, bien sûr. Et quelqu'un de la haute, qui a des femmes de ménage qui doivent traiter à peu près de la même façon leurs femmes de ménage qu'on traitait un esclave à l'époque. D'accord, il y a toujours un mépris de classe évident. Ça, voilà, donc... bien sûr, c'est évident. Ça, après, ça ne changera pas le monde aussi facilement et rapidement. Mais bon, ça, mais malheureusement. Ça, c'est un débat bien plus conséquent qu'on laissera aux spécialistes. Voilà, tout à fait. Et bien, tout à fait. Merci à toi Marie. Très content que le film t'ait un peu plus quand même. Non, j'ai adoré. C'est juste que juste la fin, c'était un peu perturbé. C'est juste que des fois, j'étais un peu... Mais c'est bien, moi j'aime bien un peu de bousculer, de voir des trucs un peu plus... J'aime bien. Pour le coup, moi qui suis très cartésienne, une introduction, un développement, une fin, c'est vrai que les films là que je vois grâce à toi... On n'est plus tout à fait dans ça, quoi. C'est bien. Dynamite un peu tout ça, je trouve ça cool. Voilà. Bref, c'est un vrai plaisir comme d'habitude. Donc, on se retrouve pour le prochain numéro où je serai tout seul, dans 2 numéros où tu reviendras, et on fera un nouveau vice-versa, bien sûr. Il faudra qu'on trouve le thème d'ailleurs d'ici là. Et bien voilà, chers amis, c'est la fin de ce 16e jeu de ciné. Merci encore une fois de l'avoir suivi. On se retrouve donc très bientôt pour de nouvelles vidéos et pour de nouveaux jeux de ciné. Faites attention à vous. Regardez des films. Vous voyez des films. C'est dommage que, au moins profiter des plateformes en attendant que ça ouvre. Voilà, mais évidemment quand ça réouvrira, on y va à fond, en masse, bien sûr. Voilà, merci à tous et à toutes. Très bonne journée ou soirée à vous. À la prochaine, salut! Au revoir.